Alors, c'est tambour battant, je vous prie de m'en excuser, mais je pense que on sera dans l'efficacité si la fin nous taraude. Territoire intelligent et inclusif. Euh, Ici, c'est là, vous voyez l'enjeu. Merci Frédéric Borde. Euh, Les territoires connectés et durables est une nouvelle ère qui s'ouvre pour nos territoires. On a parlé des réseaux à très haut débit hier, on va parler d'autres types de réseaux aujourd'hui qui permettent, on en a beaucoup parlé l'an dernier, de rendre nos territoires plus durables et plus désirables d'une certaine façon. Donc rapidement, avec Jean-Baptiste Crumérol, chargé de projet France 2030 à la Banque des Territoires, euh, il y a des appels à projets qui ont eu lieu, il y en a d'autres en cours. On aimerait faire le point là-dessus pour savoir, par rapport à la capacité d'anticipation de la Caisse, sur quels projets les territoires peuvent s'appuyer désormais et prochainement pour lancer de nouveaux projets. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Donc, avec des collègues au sein de la Banque des Territoires, on pilote deux appels à projets, donc Territoire intelligent et durable et DIAT, qu'on appelle démonstrateur d'IA frugal pour la transition écologique. Deux appels à projets différents, mais qui ont un point commun, c'est le numérique au service des préoccupations des collectivités territoriales. Je vais peut-être commencer par l'appel à projet le plus ancien dans le temps, Territoire intelligent et durable, et d'ailleurs pour lesquels le CIADEN et le Ciel sont présents autour de la table ronde et font partie de nos lauréats, donc pourront revenir sur leur projet. Territoire intelligent et durable, l'idée c'était qu'après longue phase d'expérimentation sur les territoires intelligents, on passe à une phase de généralisation, d'identification de modèles économiques viables et donc de structuration d'une filière. C'est l'objectif clé, on va dire, de l'appel à projet. Appel à projet qui recouvre 13 lauréats, donc 13 collectivités territoriales, syndicats départementaux d'énergie ou du numérique, des conseils départementaux, des villes, des métropoles, pour environ 30 millions d'euros de subventions. On a des cas d'usage assez diversifiés, on pourra y revenir, mais relativement classiques sur la thématique territoire intelligent, avec donc des questions d'éclairage public connecté, de collecte des déchets, de gestion des flux de circulation, d'identification des risques d'inondation ou d'incendie ou autres. Et on en arrive, aujourd'hui, les premiers lauréats ont été désignés, ont commencé leur projet au premier semestre 2023. Donc après un peu plus d'un an, on commence à avoir quelques retours d'expérience qui arrivent, on va dire, au fil de l'eau. La première année était consacrée pour beaucoup de ces projets au déploiement de réseaux privés, très souvent des réseaux LoRa aussi, prendre en compte des habitudes de travail en commun, parce qu'on a des consortiums publics, privés assez larges. Et on se rend compte que plusieurs collectivités, enfin plusieurs lauréats, traitent d'une même thématique, alors par exemple sur l'éclairage ou sur la collecte des déchets, et font des choix parfois assez différents, donc dans les choix technologiques, dans les périmètres d'expérimentation, dans les services associés. Et donc on commence à se dire qu'on aura des retours d'expérience comparatifs qui pourront être intéressants de ce point de vue-là. Pour revenir à la thématique, on va dire, centrale des deux journées autour de l'inclusion. Alors, l'inclusion n'est pas, on va dire, l'objectif majeur de l'inclusion numérique n'est pas l'objectif majeur de cet appel à projet, mais pour autant, ça reste en sous-jacent pour tous les porteurs de projets et pour nous aussi, Banque des Territoires, qui animons et suivons le dispositif. Déjà parce qu'on, pour rien vous cacher, on reçoit beaucoup de dossiers en Ile-de-France, une part significative de projets en Ile-de-France. On essaie de contrer, enfin, ou d'équilibrer cet état de fait. Donc, on a toujours la recherche d'un équilibre territorial aussi dans ces appels à projets. Et on a donc, notamment par l'intermédiation des syndicats d'énergie, syndicats du numérique, on va dire un accès privilégié à des collectivités les plus petites. On a des collectivités de 100, 200, 300 habitants qui expérimentent aussi des cas d'usage territoire intelligent. Donc voilà, c'est ouvert à tous et c'est pas concentré uniquement sur les métropoles. Ça permet aussi, on va dire, de montrer aux agents et aux élus, alors pas directement pas uniquement aux citoyens, mais aux agents et aux élus aussi, d'identifier des cas d'usage très concrets du numérique au service donc des compétences des collectivités territoriales.
Et je vais peut-être finir sur l'appel à projet le plus récent, c'est donc sur de l'IA frugale pour la transition écologique, qui a été initié l'année dernière, en 2023, pour lequel on a aussi donc 12 lauréats pour un montant de 20 millions d'euros. Et là, l'idée est un petit peu différente. C'est une idée de démonstrateur, donc, où l'innovation est au cœur du dispositif. L'idée, c'est qu'on trouve des cas d'usage concrets et qu'on recentre l'IA pour des objectifs de transition écologique, qu'on facilite aussi une prise en main de l'intelligence artificielle dans les collectivités territoriales et qu'on démystifie aussi en quelque sorte l'intelligence artificielle, qu'on se rende compte qu'elle peut servir des modèles d'intelligence artificielle restreints, peuvent servir à répondre à une problématique concrète, très circonscrite et souvent complexe, avec là aussi des cas d'usage qui sont relativement nouveaux mais intéressants, où on a par exemple des calques de plantabilité, des scénarios de plantabilité sur une métropole. On a l'identification d'impact de scénarios, enfin, des scénarios d'impact environnemental de PLU. On a aussi, par exemple, l'identification à grande échelle et par écoute sonore de fuites d'eau dans des réseaux d'eau potable. Donc voilà, l'intelligence artificielle, quand finalement on la circonscrit à un périmètre très précis, peut aussi être vertueuse pour l'environnement. On veille justement à la maîtrise de l'empreinte environnementale de ces modèles d'intelligence artificielle. Alors c'est un défi, hein, parce que on avance, on va dire, en tâtonnant, mais voilà, il y a beaucoup de défis et c'est au cœur de beaucoup de préoccupations, notamment des ministères qui suivent ces appels à projets. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Ça implique aussi ces projets-là d'inclure les élus, hein, les porteurs de projets. Je me tourne vers Régis Banquet, président du CIADEN. Ça implique finalement sur ces projets qui les intéressent, parce qu'au bout il y a de la sobriété, il y a des économies, mais vous êtes en position d'évangéliser. Oui, enfin, nous ne sommes pas des pasteurs quand même. Des pasteurs du numérique. Mais pas loin, puisque nous sommes sur un territoire profondément rural. Donc c'est vrai que le CEDEN, nous avons eu la responsabilité de déployer la fibre optique sur tous les départements de l'Aude, donc ce à quoi nous sommes employés. Et très vite, nous sommes posé la question, mais bon, c'est bien de déployer, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette infrastructure pour amener de nouveaux services à l'ensemble de nos concitoyens et en particulier à nos adhérents, donc à nos communes. Donc cette réflexion a abouti, je dirais même, c'est une réflexion qu'on avait en commun avec la FNCCR, a abouti à réfléchir sur ces usages que l'on pourrait proposer à l'ensemble de nos collectivités. Alors on s'est concentré sur trois axes principaux. Un, comment fait-on pour que l'ensemble des communes, puisqu'il faut dupliquer, c'est un peu le sens de l'appel à projet qu'avait lancé la Banque des Territoires, il faut dupliquer ça au niveau de l'ensemble, si possible, des communes. Donc comment on fait en sorte que l'ensemble des communes du département soient et deviennent quelque part des smart cities, entre guillemets. Comment on fait en sorte que bien, cette infrastructure nous aide à travailler sur la résilience par rapport au changement climatique qui nous touche profondément dans le sud de la France et en particulier dans le département de l'Aude, et comment fait-on aussi pour amener un plus et amener, je dirais, un accompagnement au développement économique de nos entreprises et, je dirais, de la nouvelle économie qui va aujourd'hui surgir sur le littoral audois, en particulier avec les éoliennes flottantes. Donc, à travers ces trois axes-là, on a d'abord réfléchi à mobiliser bien sûr l'ensemble des réseaux, non seulement bien sûr le réseau fibre optique que nous avons déployé, mais aussi le réseau LoRa que nous sommes en train de déployer, mais également l'ensemble des réseaux éclairage public, l'ensemble des réseaux qui nous permettent de relier les bornes de recharge pour véhicules électriques, voilà, tous les réseaux qui sont quelque part un petit peu sous notre responsabilité. Nous souhaitons bien sûr les mutualiser de façon à nous organiser pour proposer quoi? Un système interopérable mutualisé pour manager quelque part et créer des territoires intelligents avec bien le développement, par exemple, de groupes fermés d'utilisateurs, avec la cybersécurité qu'il faut avoir toujours, bien sûr, comme vecteur de développement de nos collectivités, mais aussi l'Internet des objets, la souveraineté de la donnée,
etc., etc. Et tout cela a débouché sur bien un plan d'action que nous avons déployé et que nous sommes en train de déployer sur le département de l'Aude, avec par exemple sur la résilience des territoires, le déploiement de caméras sur l'ensemble des points hauts du département, alors des points hauts qui nous appartiennent, d'autres qu'on a mutualisés avec des partenaires, de manière à installer des caméras pour détecter les départs de feu et avec l'intelligence artificielle, envoyer, permettre aux SDIS d'envoyer la meilleure réponse et la plus efficace et la plus rapide possible pour, je dirais, circonscrire ces départs d'incendie. Nous avons aussi, nous sommes en train de réfléchir aussi à installer des caméras sur les points névralgiques concernant les inondations. Là aussi, nous avons été durement touchés pendant, je dirais, les 10 dernières années ou les 20 dernières années. Et donc, filmer en direct un événement, ça nous permet bien de réagir et de protéger nos populations avec la plus de pertinence possible, mais aussi de faire en sorte que nos collectivités soient mieux protégées, et en particulier sur leurs ouvrages d'art. Alors bien sûr, ensuite, il y a toutes les propositions que nous faisons aux collectivités à travers des plateformes de développement, plateformes de services, plateformes, je dirais, de nouveaux services à travers les éclairages intelligents, le bâtiment intelligent, etc. Une nouvelle gestion, je dirais, du patrimoine communal pour être plus efficace et plus pertinent sur cette gestion-là. Et tout cela, nous sommes en train de le développer en ayant créé un partenariat public-privé, puisque dans cette démarche-là, nous avons embarqué quelque part des entreprises privées, nous avons créé une CEMOP pour que à la fois le public, la sphère publique et la sphère privée soient présentes et puissent développer tous ces sujets. Donc cette CEMOP, nous avons 3 entreprises principalement qui sont présentes là. Nous avons Ubicité, je dirais l'émanation d'altitude infrastructure. Nous avons Cité Connect, qui est une start-up locale qui développe des plateformes de services pour les collectivités. Et Alsatis, qui est une entreprise toulousaine qui développe des réseaux, réseaux radio ou autres qui nous permettent de communiquer. Donc voilà un peu comment on a structuré notre action et comment petit à petit nous proposons de nouveaux services aux collectivités. Aujourd'hui, nous sommes sur des expérimentations, par exemple sur la vidéosurveillance, dans la vidéoprotection, etc. De manière à ce que les collectivités, et même les plus petites collectivités de notre département, deviennent de véritables smart cities. Merci beaucoup Régis Banquet d'inclure ainsi les petites communes rurales dans ce mouvement d'ensemble. Sur un modèle assez proche, finalement, Marie-Christine Thivan, présidente de Loire, syndicat CLTE, Ciel Territoire d'énergie, syndicat électrification de la Loire. Vous avez d'ailleurs un stand ici au sommet de l'escalier. ROC 42 est une démarche qui vise aussi très largement à accompagner la transformation digitale des petites communes de la Loire. Oui, tout à fait. Donc, merci pour votre invitation déjà. C'est vrai que l'inclusion, parce que c'est la thématique de ce ruralitique, l'inclusion pour nous, syndicats d'énergie et syndicats numériques, c'est le fait que chaque petite commune, comme vous l'avez dit, en tout point du territoire, on ait accès aux mêmes services, à la même qualité de service. Et je pense que c'est l'ADN des syndicats, puisque au départ, c'était des syndicats d'électrification. Donc l'objectif, c'était bien d'amener l'électricité dans le monde rural, voilà, jusqu'à dans tout point du territoire, qui s'est poursuivi pour nous par un syndicat numérique, puisque au moment où l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le développement du très haut débit, Orange a répondu sur notre territoire de la Loire, mais seulement sur les zones les plus denses, donc en laissant de côté toute une partie du territoire. C'est ce qui a fait réagir les élus qui sont organisés pour lancer un réseau d'initiatives publiques. Donc maintenant, ça c'est déployé, c'est fait depuis quelques années. Et derrière, un peu sur cette lancée, entre guillemets, on a commencé à voir pas mal de choses qui concernaient les territoires connectés. Mais là aussi, on était au début sur la city connectée, la ville connectée. Et je pense que le syndicat a réagi en se disant, là aussi, il ne faut pas qu'on laisse de côté nos communes rurales qui souvent sont très friandes aussi d'amener ces innovations, et tout autant que dans une ville. Donc on a effectivement déployé aujourd'hui un réseau pour permettre des objets connectés de
de communiquer. Donc ce réseau sur la Loire, il est quasiment déployé. Ça représente aujourd'hui 325, mais on va être à 350, je pense, en fin d'année, antennes qui permettent le transport de la Les donnée passerelles. et les passerelles. Et puis, bien sûr, la donnée est collectée et est sécurisée sur des serveurs. Donc voilà, ça c'est le réseau. Derrière ce réseau, ce n'est qu'un outil. Donc derrière, vous avez évoqué beaucoup de services qui peuvent être possibles. Donc là, l'enjeu derrière, il est bien d'amener tout le territoire à profiter de ce réseau et à amener des nouveaux services. Donc, ces services, vous en avez évoqué pas mal, hein. C'est des services qui vont permettre aux collectivités d'optimiser leurs bâtiments publics, d'optimiser les services rendus, l'éclairage public, bon, on y reviendra, et puis aussi de permettre aussi une meilleure mesure de ces services et de pouvoir aussi communiquer sur les services possibles à rendre. Donc on en est là, donc peut-être dire quand même les défis qu'on a à surmonter, c'est qu'on a construit un réseau, mais ce réseau maintenant, il faut convaincre chaque collectivité de se l'approprier. Donc parfois on peut avoir des collectivités qui souhaitent construire leur propre système. Alors ça a été beaucoup évoqué ce matin, hein, la nécessité de partager, de collaborer et je pense et de pas prendre des initiatives chacun dans son coin. Donc ça veut dire faire connaître, d'abord faire connaître aux élus, apporter bien dire qu'il y a cette solution qui existe, aux services aussi, parce que ça veut dire quand vous évoquez par exemple un service pour la surveillance des déchets, pour savoir si nos collecteurs sont pleins, s'il faut aller les chercher ou sur des parkings, ou etc. Il y a plein de services possibles. Ça veut dire qu'il faut que les services, lorsqu'ils écrivent un cahier des charges, ils pensent bien que dans ce cahier des charges, il faut bien signaler que le réseau existe déjà. Et il faut que l'entreprise qui réponde et qui porte le service s'appuie sur ce réseau. Donc, parce qu'en effet, on n'a pas vocation, nous on est là, on est plutôt un syndicat, donc un syndicat qui apporte la qualité des réseaux, quel que soit le réseau, un très haut débit, un très bas débit, comme on a fait en électrification auparavant, ou en éclairage public. Mais il faut faire connaître pour que ça soit bien pris en compte, ne serait-ce que dans les appels d'offres des collectivités. Et puis aussi faire connaître aux entreprises privées qui apportent des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives et d'entreprises qui vont être capables d'apporter un service complet, depuis le capteur jusqu'à l'analyse, l'intelligence artificielle peut-être, voilà, pour avoir un système de décision pour prendre la bonne décision sur les données collectées. Et il faut aussi que ces entreprises sachent qu'elles peuvent s'appuyer sur un réseau qui existe et que ça fasse partie de leur déploiement. Donc ça, c'est un peu le défi qu'on a aujourd'hui et qui nous a obligés aussi à réfléchir comment j'accueille ces entreprises privées, comment j'accueille ces tiers qui ne sont pas adhérents. Donc ça suppose aussi juridiquement de prévoir une solution pour qu'ils puissent, sans être adhérents, utiliser notre réseau. Donc ça a été tout ce travail qui a été fait, qui est maintenant en place. Ça nous a demandé aussi d'être capable de qualifier notre réseau, parce qu'une entreprise privée qui vient porter un service ou qui répond à un appel d'offres, il faut bien qu'on puisse lui garantir une certaine qualité de notre réseau. Absolument. Donc voilà, tout un tas d'étapes quand même pour lesquelles on a bien avancé pour permettre un peu maintenant cette utilisation bien partagée du réseau. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine Thivant. Vous avez construit des numériques en commun, finalement. Vous avez construit des communs avec l'ensemble de vos adhérents et pour l'ensemble de vos territoires. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué l'éclairage public, parce que c'est vrai que quelle est la meilleure façon, finalement, de montrer, un peu de démontrer notre réseau, c'est d'abord de l'utiliser pour nous, syndicats. Et comme on a beaucoup de compétences où un peu ce réseau est utile, eh bien, on l'a fait sur l'éclairage connecté, puisqu'on porte l'éclairage public de la plupart des communes rurales du département.
où on a pu répondre à un appel à projet et puis mettre des horloges connectées dans tous les villages. Donc, ça veut dire que dans tous les villages, le maire, il est capable de choisir un peu, de modifier, de moduler son éclairage connecté et puis d'avoir aussi un retour sur les pannes, etc. Donc ça, c'était vraiment l'exemple le plus probant, qui a fini de convaincre les communes d'ailleurs de permettre l'installation des antennes, hein, parce que ça fait partie de l'ensemble. Et puis, beaucoup aussi d'applications sur la gestion énergétique des bâtiments publics, puisque là aussi, le syndicat porte pour les communes cette compétence. Et là aussi, on a tout de suite des résultats probants qui permettent de convaincre. Merci beaucoup Marie-Christine Thivan. On parle de gestion de l'énergie. Je me tourne tout de suite vers Élise Cabrol, directrice régionale Auvergne d'Enedis. Quels sont aujourd'hui les services que vous apportez à ces collectivités, voire à ces syndicats qui travaillent à essayer de faire des territoires plus durables? Merci Sébastien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, comme vous l'avez dit, Enedis, c'est une entreprise de service public en charge d'exploiter et de faire évoluer le réseau de distribution d'électricité qui appartient aux collectivités locales. Alors Enedis a une particularité, c'est la première entreprise du secteur de l'énergie à être passée entreprise à mission au sens de la loi Pacte, avec une raison d'être, agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire, raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. Alors je vais revenir sur ces adjectifs finalement qui ont été choisis pour constituer la raison d'être. Voilà, les premiers, vous l'avez entendu, c'est innovant et performant. Et qu'est-ce qu'on entend par un service public innovant et performant? C'est un service public de la distribution d'électricité qui a fait évoluer le réseau, propriété des collectivités locales, pour le rendre plus intelligent, plus smart. Et le troisième adjectif, c'est un service public solidaire, c'est-à-dire qui agit pour les territoires. Donc notre propos aujourd'hui, finalement, c'est de faire le lien entre cette intelligence, cette performance a fortiori sur les données et leur impact positif sur le territoire. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, Enedis est un opérateur de données et non plus seulement d'électricité. Et évidemment, nous travaillons dans le respect du RGPD, le Règlement général de la protection des données. Et évidemment, toutes les données que je vais évoquer par la suite sont des données soit agrégées à une maille qui permet, je dirais, la confidentialité, soit communiquées exclusivement aux propriétaires de ces données et il n'est nullement usage commercial dans les cas évoqués. Donc, pour faire le lien, encore une fois, avec ce qu'on a entendu précédemment, on a un enjeu partagé, me semble-t-il, d'éducation et de sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique. C'est pourquoi, aujourd'hui, les données collectées par Enedis sont très majoritairement mise à disposition à travers un open data, alors par définition accessible à tous, et à travers la création d'un observatoire de la transition écologique qui a pour vocation finalement de donner à voir et d'expliquer les données de consommation, de production d'électricité dans les territoires à destination de tous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, donc vous tapez dans tout bon moteur de recherche observatoire de l'ATE et vous tomberez sur ces données. Évidemment, il y a des données complémentaires qui sont mises à disposition des collectivités locales et en premier lieu des syndicats d'électrification propriétaires de ces réseaux à travers soit finalement des sites Internet mis à disposition d'Enedis pour les collectivités locales, pour les AODE, avec, je dirais, des données avancées de consommation de production d'électricité, et également, en fonction de la demande, la création de connecteurs informatiques, ce qu'on appelle API, qui permettent de transférer directement les données stockées par les serveurs Enedis dans les bases de données, dans les serveurs des syndicats d'électrification, des collectivités locales, pour qu'elles puissent en faire leur propre usage. D'accord.
En complément, vous dire que finalement, l'objectif de ces données mises à disposition des territoires, c'est de leur permettre finalement de se saisir de ces nouveaux objets de la transition énergétique. Je pense en particulier aux énergies renouvelables, aux bornes de recharge de véhicules électriques, pour finalement disposer de toutes les données de réseaux électriques qui doivent leur permettre d'optimiser techniquement et économiquement l'implantation de ces panneaux photovoltaïques, l'implantation de ces bornes de recharge de véhicules électriques. Voilà, ça revient aussi à finalement une certaine frugalité partagée par tous, de dire peut-être qu'on a collectivement à optimiser ces raccordements pour, je dirais, arriver à un optimum financier et économique. Également, peut-être une petite mention, vous savez, cette autoconsommation collective qui est aujourd'hui développée et qui permet finalement, à travers les datas qui sont recueillies par Enedis, de pouvoir mettre en place un partage de l'énergie à une maille géographique restreinte et finalement de pouvoir augmenter l'appropriation de ces enjeux énergétiques par les habitants, puisque finalement cette énergie est produite en proximité. Dernier point pour vous dire que ces données, il y a un enjeu à les partager avec des acteurs publics pour en faire le meilleur usage pour nos concitoyens. Je pense en particulier à la Banque des territoires qui a développé l'outil Priorino pour accompagner la rénovation des bâtiments du point de vue énergétique, et Enedis, mais précisément à destination de Priorino et de la Banque des territoires, ces données de consommation. Enfin, sur le sujet inclusivité et lutte contre la précarité énergétique, Enedis travaille avec l'Observatoire national de la précarité énergétique qui a développé à destination des collectivités locales un outil qui s'appelle Géodip pour les aider finalement à cibler ces zones du territoire à la maille iris, souvent de précarité énergétique, et pouvoir finalement accélérer l'accompagnement de ces rénovations des passoires thermiques. Voilà. Un dernier mot pour finir. La thématique de cette édition de Ruralytics, c'est le Smart Village. J'ai envie de vous dire, on partage ce même qualificatif de Smart, puisque finalement, Enedis a été lauréat ces 2 dernières années, finalement, d'un titre décerné par une université de Singapour, qualifiant le réseau de distribution électrique français du plus smart du monde, du mieux équipé en capteurs permettant de produire de la donnée de qualité. Félicitations, merci beaucoup Élise Cabrol. On ne savait pas ça, donc c'était utile de le rappeler. Charlène Ferrapi, ILIWAP, un outil applicatif qui crée du lien social et qui du coup utilise le numérique comme vecteur d'inclusion et de partage sur les territoires. Racontez-nous. Merci Sébastien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlène Ferrapi, en charge du développement de l'application citoyenne ILIWAP, et je suis ravie d'être présente à nouveau cette année et pouvoir échanger avec vous sur le thème des territoires intelligents et inclusifs. Dans ce contexte, il me paraît important d'avoir des outils de communication et d'alerte pour la sécurité de tous. La question est, en tant qu'élu, qu'avez-vous mis en place à ce sujet? Site internet, les réseaux sociaux, des équipes de terrain, et surtout, comment les avez-vous mutualisés entre eux? C'est pour cela que nous avons développé ILIWAP, l'application citoyenne d'information et d'alerte à la population. Notre solution ILIWAP vous permet d'envoyer des notifications push. Vous pouvez donc informer en temps réel l'ensemble de la population, que ce soit sur les travaux, fermeture de mairie, etc., etc., toutes les informations que vous avez besoin de faire passer au quotidien. Afin d'aller plus loin sur le sujet concernant l'alerte à la population et dans le cadre du plan communal de sauvegarde, nous avons intégré à notre solution l'alerte SMS, l'envoi de SMS et l'alerte géolocalisée. Vous pouvez donc espérer une couverture maximale en cas d'alerte. À savoir, ILIWAP ne se limite pas à fournir une application d'alerte. Plusieurs fonctionnalités vous permettent de favoriser la participation citoyenne et l'attractivité de votre territoire. Et afin de simplifier la vie, de permettre de gagner du temps au quotidien
et d'être plus efficaces dans la communication lors d'une crise, nous permettons de synchroniser les outils actuels, que ce soit site internet, les réseaux sociaux, les logiciels métiers, les panneaux lumineux. On permet donc de synchroniser ces outils à notre back-office IliWap. En résumé, IliWap est une application simple d'utilisation, modulable avec plus de 30 fonctionnalités, le tout à un prix défiant toute concurrence. Et notre application apporte un vrai plus pour les collectivités pour pouvoir créer justement ce lien de proximité avec l'ensemble de la population. Merci, merci Charlène Ferrapi, on vous applaudit également. Combien de collectivités clientes à ce jour? À ce jour, on atteint 3000 collectivités sur la France, la métropole, dans les dom-toms et aussi en Espagne. Et en Espagne, une entreprise qui est née en Haute-Loire. C'est ça. Non, Saint-Étienne. À Saint-Étienne, Dans la ah Loire. oui, dans la Loire. Oh ben oui, oh ben oui. Attends, t'as vu? Merci encore. Emmanuel Assier, donc président de WebAxis, donc opérateur de data center, créateur, fabricateur, constructeur de data center. Il y en a combien aujourd'hui? Il y en a 4 en France? Ouais, bientôt 5 là. Bientôt 5. Racontez-nous, parce que votre sujet, vous, c'est la souveraineté des données, parce qu'on a parlé de données partout, territoire intelligent, enfin, ouais, Enedis, des données. Alors, elles sont où? Elles sont en Chine, en Amérique, je sais pas, ce serait peut-être pas mal qu'elles soient chez nous, mais c'est à vous de me le dire. Alors merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une toute petite parenthèse de départ parce que quelque part je vous écoute depuis 2 jours avec beaucoup d'attention et on voit effectivement tout un tas d'outils qui apparaissent, plein de choses, vraiment plein de volontés communes effectivement de faire avancer des choses. Quelque part je pense qu'il y a pour moi 2 mots qui sortent de ça et que j'ai envie de repousser. C'est tout d'abord humain. Parce que quelque part, on ne doit pas oublier l'humain dans tout ce qu'on est en train de faire. On parle effectivement du citoyen, on parle de plein de choses, etc. Mais l'humain, et où est-ce qu'on place l'humain au cœur effectivement du numérique et comment on le positionne? Et donc avec la notion du sens. C'est quel sens on donne à l'outil? Parce que quelque part, on peut créer en fin de compte un numérique au service de l'humain, mais pas un humain au service du numérique. Et moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, en tout cas dans mes valeurs et dans mes attachements personnels. C'est-à-dire que quelque part, ça reste un outil. Et cet outil, effectivement, on parlait tout à l'heure effectivement de cette capacité des gens à avoir accès à l'outil. Le défenseur des droits récemment, moi je vous mets au défi pour plein de gens, mais aujourd'hui, aller acheter un billet de train entre guillemets sans smartphone et sans carte bancaire dans les territoires ruraux, c'est un défi. C'est réellement un défi, ça c'est le premier point. Second point, c'est les évolutions aussi des réseaux et la manière dont ça va très très vite, parce que quelque part, on voit pléthore d'outils. Un chiffre est sorti hier, moi, qui m'interpelle, parce que je suis un geek de la première génération, on va dire les vieux, là, les dinosaures. Aujourd'hui, 40% de la génération Z fait ses recherches sur TikTok, et plus sur les moteurs de recherche. Donc ça va très 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 vite et quelque part les évolutions fonctionnent, ils viennent chercher du contenu. Un exemple moi qui m'a interpellé récemment, c'était l'URSSAF qui aujourd'hui fait des vidéos pédagogiques sur je gère ma boîte destinées aux jeunes pour la création d'entreprises, pour plein de choses, etc. directement sur TikTok et sur Instagram plutôt qu'effectivement aller chercher effectivement d'autres vecteurs de relais. Voilà. Je reviens à mon sujet, Sébastien, les data centers, 267 aujourd'hui data centers référencés en France. Ça, c'est important. J'aurais tendance à vous dire que 200 ne sont pas souverains. Voilà, capitaux non français dans le fonctionnement, donc généralement effectivement portés par des fonds américains, voilà, donc assujettis au Patriot Act, Cloud Act et tout ce qui va derrière. Et donc après, vous avez en gros une vingtaine de data centers qui, eux, sont plutôt sur des fonds plutôt européens et asiatiques. Et après, il y a 47 irréductibles gaulois, on va dire ça comme ça à peu près, qui portent aujourd'hui de la donnée de manière souveraine dans leur fonctionnement avec des capitaux français, répondant à du droit français et répondre effectivement aussi à, entre guillemets, à une législation française. Donc, c'est important. Nous, on est parti d'un constat il y a très très longtemps, il y a plus de 20 ans, où on a commencé à créer du data center de proximité et ça faisait sourire tout le monde à l'époque parce que pourquoi on avait créé de la proximité effectivement sur la donnée et aujourd'hui elle a pleinement effectivement sa position puisqu'on parle effectivement aujourd'hui d'objets connectés, de LoRa, de tout ce que vous voulez, de tous ces réseaux et l'accélération aussi des besoins, c'est-à-dire que l'accélération au sens le traitement de la donnée tel qu'on l'indique avec de l'IA, avec des capteurs, avec ce que peut faire aujourd'hui Enedis notamment sur cette donnée, on a besoin de travailler très rapidement et en temps réel quasiment sur certaines données. Donc pour pouvoir les traiter, on doit pouvoir les avoir au plus proche de l'usager. Parce que je m'attache aussi à un deuxième sujet là-dessus, c'est entre guillemets l'impact du numérique et les impacts carbone qui sont associés aussi. Entre guillemets, le data center aujourd'hui qui devient de plus en plus un bon élève, il représente 25% de la consommation de CO2 ou la production de CO2, en tout cas sur la chaîne du numérique. Le transport, c'est 28%.
en tout cas, de la donnée, et 47% pour l'usager. Ça, c'est un chiffre ADEME, vous pourrez le retrouver, etc. Il est connu, et ça, c'est vraiment important. Et donc, on doit pouvoir associer, en tout cas, des services liés non seulement au territoire, donc dire, OK, comment en proximité, on vient apporter effectivement un service d'hébergement de données sur lequel on va pouvoir travailler, en fin de compte, de manière très, très rapide, voilà, en réplication. Désenclaver les territoires aussi, parce que quelque part dire ok, est-ce que je vais porter ma donnée et je vais avoir 20, 30, 40, 50 millisecondes de flux effectivement pour pouvoir les attraper, et donc ça c'est parfois trop long sur certaines choses. Aujourd'hui, pour qu'une collectivité puisse répliquer sa donnée, notamment en matière de cybercriminalité, etc., et que ça fonctionne, il faut qu'elle soit à moins de 6 millisecondes. Moins de 6 millisecondes aller-retour, donc c'est-à-dire que généralement c'est plutôt même du 4 millisecondes, voilà, et à 4 millisecondes, ben, c'est moins de 200 km. Et donc, à moins de 200 km, vous voyez, ça pose des problèmes de proximité, ou du moins des enjeux de proximité pour les territoires. Voilà. Et toujours sur cette souveraineté, je vais le positionner un peu comme ça, c'est qu'aujourd'hui, plein de gens envoient, alors je vais vous faire une schématique pour les plus anciens qui vont vous faire sourire, mais la soupe aux choux, vous avez le Glaude, on vous pose effectivement la soupe, on l'envoie avec une soucoupe volante dans le nuage, et on se dit, ok, ça y est, c'est parti. Et là, on ne se pose pas la question de savoir qui porte la donnée et comment. Donc la donnée, elle est partie quelque part, et on espère effectivement que tout va bien se passer. On a vu des incendies de data centers, on a vu plein de choses. On voit aujourd'hui des impacts effectivement sur des clouders internationaux qui aujourd'hui, d'un coup, ont des pannes massives. Alors d'un coup, l'industrie aéronautique s'arrête, voilà, sur des continents complets, etc. Donc voilà, on en est qu'au début, en tout cas là-dessus, et il va falloir vraiment se poser de vraies questions sur ces enjeux. Je vais très vite, Sébastien, promis. Je voudrais toujours que vous ayez à l'esprit un élément, en tout cas quand vous posez vos données quelque part. Pour ceux qui ont des enfants, essayez de comparer ça avec un élément très simple. Ils ont 3 mois, et à 3 mois, vous posez une question existentielle majeure. Crèche ou nounou? Et donc, je vais voir effectivement la crèche, et je vais regarder effectivement dans quel comportement ça va se positionner. Est-ce que la cantine a l'air sympa? Est-ce que les locaux sont propres? Est-ce que mon gamin va pouvoir dormir dans de bonnes conditions, dans un lit qui va être effectivement bien assuré? Et voilà, ça c'est important. Je vais chez la nounou parce que je veux un truc plus petit qu'une crèche, etc. Et quand je vais aller effectivement dans cette crèche, non, la nounou, pardon. La nounou, je vais regarder s'il y a un escalier. Est-ce que la barrière est sécurisée? Est-ce que la cuisine est propre? Est-ce qu'il y a un chien qui dégueulasse tout partout? Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, etc. Et donc, on se pose toutes ces questions-là et on se dit, OK, ben maintenant, je vais confier mon enfant à quelqu'un avec la potentialité de chance de me dire que je vais le récupérer le soir. Votre donnée, elle est aussi sensible que ça aujourd'hui. Voilà. Donc, ayez toujours à l'esprit quand vous posez la donnée quelque part, c'est de savoir qui la gère, qui la porte, comment et pourquoi. Et comment, effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir un vrai travail entre les collectivités publiques, les privés, tout ce qui va autour, parce que quelque part, les collectivités publiques ont besoin de stocker la donnée, mais les entreprises qui portent effectivement de la donnée dans vos régions ont besoin aujourd'hui d'avoir des infrastructures pour ne pas délocaliser cette donnée ou ne pas se délocaliser elles-mêmes parce qu'elles ne peuvent pas s'implanter. Et donc, ça, c'est fondamental. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Assier. Crèche ou nounou? Alors, Antoine Delaunay, avant d'évoquer les 20 ans de Manche Numérique, ce qu'on va faire rapidement en projetant la vidéo de Monsieur Legrand, votre réaction à ce qui vient d'être dit, un bref rappel, vous en avez déjà dit une partie, de la politique de Manche Numérique sur ces sujets de territoire intelligent et durable. Alors sur les territoires intelligents et durables, on est beaucoup moins avancé que le ciel et le CIADEN, parce qu'on va construire notre réseau. En revanche, on a eu dès le départ une démarche d'inclusion. Alors nous, on n'a pas fait le choix, on a plutôt fait le choix de ne pas répondre à l'appel à projet de la Banque des Territoires. Alors non pas parce qu'on ne voulait pas d'argent public, mais parce qu'on a une histoire particulière. Dans la Manche, on est effectivement un des premiers départements à nous être engagés dans la construction d'un réseau FTTH, avec une particularité, c'est qu'on est 100% en réseau d'initiative publique, avec une exigence d'inclusion dès le départ, avec du pré-raccordement, avec la volonté de développer à vitesse égale dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Alors tout ça, c'est très vertueux, mais ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et ça n'a pas été si simple que ça dès le départ, parce que quand on commence dans les premiers, il faut inventer les choses. Et aujourd'hui, il y a une attente très très forte du territoire et des élus qui ont financé largement, on se les payait, notre réseau, pour la complétude et l'achèvement de ce réseau. Donc moi, j'avais le sentiment que si on allait voir les élus en leur disant, écoutez, on n'a pas tout à fait fini de déployer le réseau FTTH. Par contre, on va déployer à côté une nouvelle infra qui s'appelle un réseau LoRa. C'est la technologie qu'on avait choisie. On va rentrer dans le mouvement des territoires connectés. On était à peu près sûr de se prendre la porte dans le visage. Donc, on a pris la démarche inverse et on est allé discuter avec eux tranquillement de leurs besoins. Voilà, de quoi vous avez besoin pour améliorer la gestion de vos services publics. À partir de là, on leur a montré qu'il y avait des usages numériques qui pouvaient être pertinents.
Et puis, on allait leur montrer comment ça fonctionnait ailleurs. On a été reçus à Saint-Étienne, on leur a montré le ROC 42, on a organisé un voyage d'études, un mini voyage d'études, avec une condition sine qua non, c'est que ce soit constitué de binômes agents-élus. Si un agent venait tout seul, c'était non. Si un élu venait tout seul, c'était non. On voulait qu'il y ait ce dialogue entre les agents et les élus. On leur a montré comment ça fonctionnait, on leur a montré dans un territoire qui est relativement rural comme le nôtre, ça marchait, et surtout, on a fait discuter des élus entre eux. Parce qu'effectivement, la Smart City, quand on est maire d'une commune de 200 habitants dans la Manche, voilà, on comprend, mais ça ne parle pas forcément. En revanche, quand on rencontre un maire qui explique qu'il a installé des capteurs de qualité de l'air et de température dans ses salles de classe et que ça lui a permis d'améliorer, d'optimiser l'aération des salles de classe et le passage des équipes de ménage avec un peu moins d'argent dépensé par la collectivité parce que la chaudière, on peut aussi la faire chauffer au bon moment et du bien-être pour les équipes chargées du ménage, ça parle tout de suite, c'est d'extrêmement concret. Donc voilà, on a suscité le besoin. À partir de là, ils nous ont dit oui, ce serait intéressant que vous puissiez y réfléchir. Et puis on a continué à discuter et on s'est rendu compte, et on le savait, que certaines collectivités plus importantes en réalité, avaient déjà des systèmes de territoire connectés, via notamment la télérelève de compteurs d'eau. J'ai l'exemple d'une communauté, d'une interco qui nous a dit « Ah, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on a un réseau LoRa chez nous. » On ne le savait pas. Voilà, c'est notre délégataire dans la gestion de l'eau qui a installé son réseau LoRa. Ah bon, c'est bien, mais bon, c'était dans la DSP, on n'avait pas vraiment fait attention. Alors, vous avez récupéré la donnée? Non, demandez-leur. Ils sont venus nous voir en disant bah, c'est un peu compliqué parce qu'on arrive en fin de DSP, et puis ils nous ont dit bon, on a compris globalement qu'ils pourraient nous la donner, mais comme la DSP se terminée, si c'est pas eux qui sont prolongés sur la DSP, bah, la donnée sera cryptée, on n'en aura plus, on n'en aura plus l'usage, on n'aura plus plutôt on n'y aura plus accès. Et donc là, on revient sur le sujet de souveraineté numérique. Et là, tout d'un coup, c'est très parlant. Et on a effectivement renversé les choses plutôt que de construire une infra et de venir chercher des usagers. Bah, on a suscité le besoin, la demande, et aujourd'hui, on a des collectivités qui nous disent maintenant, faut aller vite, on en a besoin. Et c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, on pouvait se permettre de le faire parce qu'on a un peu d'ancienneté là-dessus et on avait déjà certaines briques utiles. On exploite un data center qui est jumelé avec celui du département. On a la maîtrise de notre réseau bus. On a une activité de fournisseur d'accès aux collectivités. Je pense qu'on est un des rares à le faire, mais il y avait une carence de l'initiative privée à ce moment-là, donc on le fait. Donc on a un centre de supervision. On venait de décommissionner un réseau herdien, donc on avait gardé la maîtrise des points hauts. Donc voilà, on savait qu'assez rapidement, on pourrait faire les choses. Donc une fois que la demande a été extrêmement forte des collectivités, les agents nous ont dit maintenant on peut y aller. Et là, on a de nouveau, nous élus, voulu reprendre notre temps en investiguant d'abord le modèle qu'on pourrait faire. Et donc, on a bâti ce qu'on a appelé un schéma directeur des réseaux d'objets connectés dans la Manche, en étudiant la faisabilité technique, le financement, le business plan, et puis le portage juridique et la gouvernance. On a été financé par la Caisse des dépôts, pour le coup, sur cette étude, avec une condition d'essaimage. Donc ce SDROC, on le tient à la disposition de qui veut, parce qu'effectivement, c'est aussi comme ça que doivent fonctionner les collectivités. Et on l'a bâti sur plusieurs pieds. La mutualisation, j'en ai parlé, c'est-à-dire bâtir ensemble, mais pas simplement ensemble, bâtir pour tout le monde, en fonction des besoins du territoire. La sobriété numérique, j'ai dit aussi, effectivement, voilà, avant de construire quoi que ce soit, regarder ce dont on dispose, quels équipements on dispose, et puis les réutiliser. Et derrière, et c'est ce qui est le plus important à mes yeux, la péréquation. C'est-à-dire qu'on soit une commune de 150 habitants ou une agglo de 150 000 habitants, eh ben, on paye la même chose. Donc c'est un mode de financement à l'objet connecté. Alors bien évidemment, les plus gros, ceux qui ont besoin de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'objets, vont payer plus cher en volume, mais ça va permettre à la petite commune de 150 habitants, et on en a chez nous, d'acheter et d'utiliser 2, 3, 4, 5, 6 objets, pas plus, sur les points d'apport volontaire en ordure ménagère, sur des choses extrêmement concrètes. C'est une première marche. À partir de là, on va aussi faire rentrer dans l'esprit des élus que c'est du concret, c'est des choses qui peuvent leur être utiles. Et derrière, j'entendais les différents cas d'usage qui sont développés sur d'autres territoires. Bah, ça permettra de les amener rapidement vers cela. Et puis, il y a un sujet qui me tient à cœur aussi, qui est celui effectivement de la souveraineté numérique. Là aussi, leur faire prendre conscience de l'importance de la donnée. Nous, on exploite un data center. On a proposé
une offre effectivement d'hébergement, mais on ne peut pas faire ça tout seul. Nous, petit syndicat départemental, on a un data center vieillissant, il va bientôt falloir refaire des investissements importants dessus. Et en convainquant les usagers, les élus usagers de l'importance de la donnée, ça me permet d'aller voir plus facilement au niveau de la région et de leur dire, vous savez, ce serait peut-être pas mal si on pouvait organiser au niveau régional un schéma de sauvegarde de la donnée et de souveraineté de la donnée, parce que j'ai le sentiment que c'est à la puissance publique et aux collectivités de s'organiser pour le faire. L'initiative privée, elle est importante, mais la régulation, ça doit bien être fait par les collectivités. Merci beaucoup Antoine Delaunay. On se projette avec vous sur les 20 prochaines années, mais on voulait, à l'occasion des 20 ans de Manche numérique, qui seront fêtés dignement juste à côté du Smart Village et dans le Smart Village où Manche numérique a un stand, on voulait avoir l'avis le retour d'un grand monsieur, Jean-François Legrand, qui est à la source, pour ceux qui le savent, de l'article 1425-1, qui fait qu'on est tous là, c'est-à-dire qui a permis de développer les réseaux d'initiatives publiques. Donc on l'écoute. Bon, Jean-François Legrand, je suis ancien maire de l'Essé, ancien président du Conseil général de la Manche et ancien sénateur honoraire. C'est un article qui permettait aux collectivités territoriales de développer à côté de France Télécom et non pas contre France Télécom des réseaux d'initiatives publiques. Le financement était assuré à 30% par l'État, les collectivités et 70% le privé. C'est parce qu'on avait ce souci de l'aménagement fin du territoire. Et on se disait que les nouvelles technologies allaient une fois de plus irriguer les collectivités, les métropoles, les zones très habitées, que c'était encore la France la plus peuplée qui allait passer devant, alors que nous, on avait le souci de faire en sorte qu'il n'y ait pas de territoire oublié dans notre pays. Le principe du réseau d'initiatives publiques, c'est d'avoir un aménagement fin du territoire en termes de développement de l'Internet et des réseaux. Le souci qu'on a quand on est président de conseil général ou même sénateur, c'était le souci d'aménager finement le territoire, de faire en sorte que celui qui habite au bout du chemin ou dans le village un peu paumé ait accès à l'Internet. C'était quelque chose pour nous de fondamental, aussi fondamental que l'électricité, que l'eau, bref, un des grands services publics que développent les collectivités. Et donc, nous avons présenté ce L1425-1 dans cet esprit-là. Dans la Manche, avec Manche numérique, on a eu tout un projet, un programme de développement des réseaux d'initiatives publiques qui atteignaient les plus petits villages. Alors, c'était sur un laps de temps relativement long. C'était normal, parce qu'on ne fait pas ça encore les doigts. Mais on avait ce programme d'aménagement du territoire et dans le détail du territoire. C'est ça qui est la philosophie profonde du L1425-1. Ensuite, Manche numérique a vécu sa vie et je m'en suis totalement mis de côté, sauf pour les financements, parce qu'il fallait bien les voter quand le budget venait en discussion. Mais j'ai voulu les laisser vivre leur vie. Et donc, Gilles Quinquenel a organisé son syndicat mixte avec les collectivités, des vice-présidents, un directeur qui a été d'ailleurs Philippe Legrand. Et donc, voilà, c'est comme ça que Manche numérique est né et qu'il a commencé à vivre sa vie. Oui, au départ, quand on a créé Manche numérique, j'ai pensé qu'il était là pour une longue durée. Je ne peux pas prévoir ce qui se passera plus tard, mais en tout cas, le Manche numérique a entièrement sa place. D'ailleurs, il couvre l'ensemble du département et c'est quelque chose de très bon. Manche numérique a été, je vous dis, ça a été au départ une histoire assez fabuleuse. J'ai une fierté d'avoir initié Manche numérique. Ça fait partie des actions que j'ai pu mener en tant que président de conseil général qui me disent que je ne suis pas totalement inutile. Répondre à cette question, est-ce que le L1425-1 a bien rempli son rôle? Je pense qu'à l'évidence, les chiffres parlent. On est à plusieurs dizaines de milliards d'investissements. La plupart des investissements en matière d'accès à Internet, etc., sont portés par des collectivités locales, des collectivités territoriales. C'est vrai que le L1425-1 a rempli totalement son rôle par rapport, à cette philosophie de traiter les territoires les plus reculés, les plus abandonnés, et deux, par rapport à cet accès, cette participation, cette mise en commun des accès à Internet.
Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui à Aurillac, j'ai envie de dire que ayez tous ensemble la fierté d'être des acteurs du L1425-1. Soyez fiers de ça et continuez de vous battre pour que ça soit toujours la règle dans notre pays. Il faut que les territoires les plus reculés aient accès, comme tout le monde, comme les territoires peuplés, à la même qualité de service, à la même rapidité de réponse, etc., etc. C'est comme ça qu'on arrivera à recréer une communauté nationale. Le L1425 s'inspire de ça. Il faut donner sa chance aux pays les plus reculés, aux territoires les plus abandonnés. Dès qu'on leur donne une chance et qu'on leur donne une fierté d'exister, après vous faites des choses extraordinaires. Merci Sébastien de nous avoir permis, au-delà des 20 ans de Manche Numérique, mais effectivement les 20 ans du L1425-1, nous avoir permis de diffuser ce témoignage. Moi j'ai été élevé dans le respect des anciens, dans la mémoire de ceux qui sont passés avant nous. Je suis un jeune président de syndicat mixte depuis 2021, j'étais administrateur avant, mais tout ça est finalement assez récent pour moi et ça a été assez étourdissant de me rendre compte que tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça a simplement une vingtaine d'années. C'est quand même une belle aventure industrielle et puis une belle aventure de l'aménagement du territoire. Ça montre aussi que lorsqu'on fait confiance aux élus locaux, les sénateurs étaient tous élus locaux à l'époque, lorsqu'on permet au territoire d'avoir une initiative législative issue du territoire, issue des besoins du territoire, ça marche pas si mal que ça. On a un pays qui est quasi intégralement raccordé, on a des structures qui fonctionnent, on a des entreprises qui se développent, il y a eu des milliards d'investissements publics et il y a des milliards d'investissements privés qui sont en train de se mettre en place aussi. Voilà, je pense que c'est un exemple à suivre. Merci et bravo. Bravo à nos panélistes.